Faut-il forcément passer par l'écrit pour un étudiant en école d'art d'expression plastique? Autrement dit, le problème de l'articulation pratique plastique et texte, il se pose à l'identique en école d'art et hors de l'école d'art. Par exemple, au moment où tu défends ton boulot face à telle ou telle galerie, face à tel ou tel prestataire de subvention, et puis face à tel ou tel être humain par rapport auquel tu es en situation de négociation, qu'elle soit professionnelle, sociale, politique, affective, économique. Bon. Alors, autrement dit, ce que je veux dire, c'est que la question du mémoire, à mon avis, il ne faut pas la poser en termes intra-institutionnels. Il ne faut pas la limiter à un problème interne aux écoles d'art ou aux écoles supérieures d'art. Je dis à dessein école supérieure d'art parce que le terme supérieur, enfin l'adjectif supérieur, il est absolument indissociable de l'idée de mémoire. Il n'y a pas d'école supérieure d'art sans mémoire au sens textuel du terme. C'est une règle que les écoles d'art ne se sont pas fixées, qui leur a été imposée de l'extérieur, mais qu'à titre personnel, je juge vertueuse, parce qu'encore une fois, le problème que les étudiants ont face à la restitution textuelle des perspectives dans lesquelles ils engagent un travail, ce problème-là, je le répète, ne se poserait absolument à l'identique hors de l'école. Bon. Autrement dit, il faut vivre le mémoire, je crois, non pas comme une espèce d'initiation abstraite à une recherche que vous ne ferez jamais, ou que vous ferez peu en termes de masse, enfin que vous ferez minoritairement. Il faut davantage, me semble-t-il, associer le mémoire à l'idée de défense sociale ultérieure à l'obtention du diplôme des produits que vous fabriquerez. Comme tu le sais, une des caractéristiques de l'art contemporain, et surtout dans sa version postmoderne, c'est qu'il tente à éliminer de plus en plus les formes pour le substituer des discours vicaires, c'est-à-dire des discours qui les remplacent. Bon. Je dirais que d'une certaine façon, la présence du mémoire au sein des écoles d'art, il accompagne ce mouvement naturel dans le champ de l'esthétique. Autrement dit, j'imagine que vous n'êtes pas particulièrement surpris quand je dis que vous serez des artistes plus défendables lorsque vous aurez fait dans votre œuvre ou dans les formes, dans la somme d'œuvres de production qui émanent de vous, la part au texte. Bon. Donc la réponse à ma question, c'est tu ne la poses que parce qu'une inhibition est née en toi, existe en toi face à la critique de ta propre production. Et je te réponds que cette inhibition-là, elle n'a pas vocation à s'affirmer uniquement dans le sein de ces quatre murs, qu'elle a vocation à s'affirmer généralement dans ta vie d'artiste. Et par conséquent, je t'invite à considérer que le mémoire en tant que tel, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, est un outil de défense et d'illustration critique d'un travail, qu'il y ait des écoles d'art ou qu'il n'y en ait pas. Aujourd'hui, et là c'est plutôt le diplomate, l'acteur culturel ou le critique d'art qui te parle, ceux qui s'en sortent le mieux, indépendamment des écoles d'art, et quand bien même elles imploseraient, ceux qui s'en sortent mieux parmi les artistes que je connais, sont ceux qui ont directement ou par l'entremise de critiques de préfaciers, mais de gens sur lesquels ils exercent un contrôle parce qu'ils savent aussi écrire, un rapport au texte continu, assidu et pas inhibé. Donc ma réponse, alors ma réponse là pour le coup de non-directeur, elle est t'as un problème, c'est pas un problème que engendre l'école, mais c'est un problème en revanche que l'école, depuis ses exigences, peut contribuer à pallier un peu. Tu vois, je te parle pas. Alors là, je te parle pas S-qualité. Si je te parlais comme directeur, je te dirais, écoute, c'est assez simple. Les écoles supérieures d'art sont supérieures parce qu'il y a mémoire. Nous avons collectivement décidé en France d'opter pour l'intégration des écoles d'art au panorama de l'enseignement supérieur. Ceci suppose un certain nombre d'exigences, parmi lesquelles le mémoire. Ce choix ayant été fait, on ne peut pas y revenir, sinon par des amodiations, des nuances, notamment par l'introduction d'une part de plus en plus grande au sein de mémoires des sciences textuelles de formes. Ceci étant à inventer. Mais il est incontestable que du point de vue institutionnel, le passage par un mémoire textuel est aujourd'hui inévitable si le choix des écoles d'art comme institution est celui de l'intégration au panorama de l'enseignement supérieur. La recherche d'un plasticien doit être la même que la recherche d'un chercheur. Je comprends ta question. Alors, ta question, elle repose sur deux piliers conceptuels dont je suis obligé de te dire, mais bon, après tout, on se connaît, qu'ils sont faux l'un et l'autre. Enfin, je veux dire qu'ils sont faux par excès de nature synthétique. La recherche en art dont tu parles, la recherche d'un artiste,
Personne au juste, je crois, ne sait au juste ce que c'est. Pourquoi on ne sait pas ce que c'est? Parce que l'idée de recherche et l'idée d'artiste, c'est consubstantiel, c'est-à-dire c'est pas détachable. Pour qu'on sache ce qu'est la recherche en art, il faudrait imaginer les artistes qui ne recherchent pas. Autrement dit, pour définir quoi que ce soit, il faut imaginer ce que ce quelque chose n'est pas. Bon, si tu imagines qu'il y a des artistes qui cherchent, ça veut dire qu'il y a des artistes qui ne cherchent pas, sinon tu ne sais pas ce que c'est que la recherche en art. Bon, c'est pas possible, un artiste et la recherche, c'est la même chose. Au Café du Commerce, on sait ça. On ne sait pas ce que c'est que la recherche en art, mais on sait, grosso modo, qu'un artiste, c'est quelqu'un qui cherche. Bon. Deuxième pilier conceptuel de nature synthétique, faux. Tu me dis la recherche à l'université. Mais quelle recherche à l'université? La recherche produite par des étudiants en philosophie, celle produite par des étudiants en sociologie, celle produite par des campus universitaires en biologie moléculaire, celle produite par des étudiants en physique appliquée, en physique fondamentale, celle produite par des étudiants en mathématiques, celle produite par des étudiants de théâtre au sein des campus internationaux. Je ne sais pas ce que c'est que la recherche universitaire. Ce que je sais, c'est que l'université a une histoire qui a tendu dans certaines disciplines à définir progressivement des cahiers des charges permettant la recherche, à définir un degré qui, une fois atteint, autorise à être le père, PAIR, d'autres chercheurs. On a donc défini un horizon, on a défini des processus, et c'est le temps universitaire, c'est l'histoire des universités qui a fait de cela ce que nous appelons recherche universitaire. Ces grilles-là, stratifiées historiquement, elles se sont appliquées à peu près partout à l'université, en effet, mais selon des modalités qui sont d'une variété absolue et qui dépendent en réalité du degré de rapport au faire, du rapport à la production de forme des étudiants, grosso modo, et de ceux qui aspirent à devenir des pairs, c'est-à-dire à atteindre cet horizon défini par l'université. Les écoles d'art n'ont pas encore défini cela. Elles n'ont pas défini le process et la péri qui définissent relativement aux autres modalités, aux autres champs, aux autres lieux de recherche, ce que serait une recherche ad hoc, c'est-à-dire spécifique aux écoles d'art. Mais ce dont je suis absolument sûr, c'est qu'on n'arrivera pas à définir ce qu'est une recherche en art par opposition à ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire à définir des étudiants chercheurs en art par opposition à des étudiants qui ne seraient pas chercheurs en art, des enseignants chercheurs par rapport à des étudiants qui ne seraient pas chercheurs, voire des artistes chercheurs par rapport à des artistes qui ne seraient pas chercheurs, dans la simple confrontation paranoïaque à ce que nous appelons l'université sans savoir au juste ce que c'est. Ce qu'est en gros pour les écoles supérieures d'art l'université, c'est les départements de sciences humaines dont émanent très souvent, parce qu'ils en sont les mauvais élèves, les enseignants ou les directeurs qui opèrent dans les écoles d'art, ou bien les facultés d'art plastique qui sont nos concurrents directs en termes d'attractivité étudiante. Voilà ce que c'est pour nous l'université. Mais j'ai un problème avec ça, c'est que si en France l'université c'est loin d'être que ça, et c'est même aujourd'hui plus essentiellement ça, si on se projette à l'échelle internationale, qu'on adopte le point de vue de Sirius, comme on dit, c'est-à-dire qu'on se place de loin, on constate que la plupart des instituts d'art, des écoles supérieures d'art, sont dans les universités à l'étranger, et qu'elles n'éprouvent pas particulièrement la souffrance liée à une rupture épistémologique entre ce qu'elles font et ce que font le reste de leurs partenaires universitaires, qui tous expérimentent, vivent dans la culture du projet, se posent la question de savoir ce qu'est leur recherche, produisent des formes, car, pardon, mais une thèse de doctorat en philosophie, c'est une forme. Il y a un très beau texte de Deleuze qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie ?», où il explique que le philosophe est comme l'artiste, il produit des formes. Simplement, ces formes, c'est des concepts. Il n'y a pas de distinction. Bon. Tout notre débat avec l'université, qui est un débat selon moi parfaitement paranoïaque et dérisoire, mais j'assume quand je dis ça, hein, c'est-à-dire qu'évidemment je pourrais débattre de manière un peu pugnace avec des gens qui diraient le contraire, et j'admettrais sans doute qu'ils disent le contraire, mais moi c'est mon point de vue. Toute la différence qui existe entre nous et l'université, c'est que nous créons une rupture épistémologique entre deux champs, depuis l'idée que les uns produisent du percept et les autres produisent du concept, ou bien que les uns produisent des formes, des objets, et que les autres produisent du jus de crâne. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça fait très longtemps que la philosophie a fait justice de cette idée absurde. Un concept philosophique, c'est un produit. Quand vous analysez, par exemple, quand vous étudiez au sein de cet établissement, par exemple, Derrida, Foucault, Barthes, que sais-je, Deleuze, Guattari, j'en sais rien, moi, Debord, vous analysez, vous travaillez sur des gens qui n'ont rien fait de plus que des artistes au sens où ils ont
tiré d'un background de la variété absolue des formes du monde, en l'occurrence des formes conceptuelles, ou des formes d'émergence politique, sociologique, éthique, etc., des objets qui sont certes des objets virtuels, puisqu'ils sont des idées, si vous voulez, mais qui sont néanmoins des objets. C'est-à-dire qu'ils ont, comme tous les objets, une existence autonome. À la fois, ils vous appartiennent parce qu'ils émanent de vous, ils sont des émergences, et en même temps, ils vous résistent. C'est-à-dire qu'ils sont manifestement auto-engendrant de leur autonomie. C'est ça un objet. Un objet, c'est quelque chose dont on sent à la fois que l'emprise est possible dessus, et en même temps, c'est quelque chose qui vous résiste comme une bouche muette. Bon, un concept, c'est ça. Hein, il a une liberté propre et en même temps une tendance à la domestication, à vous indiquer qu'une domestication possible, enfin qu'une domestication est possible. Hein. Voilà. Donc pour répondre à ta question de départ, je crois qu'il n'y a absolument aucune distinction ni entre un mémoire, entre ce qui vous est demandé ici et ce qui est demandé à l'université. Le problème est une validation historique existante à l'université, inexistence ici. Et pour parler de façon plus macro-éthique, si tu veux, ou macro-académique, il n'y a en tout état de cause, à mon avis, aucune solution de continuité, c'est-à-dire aucune rupture entre ce qu'on appelle de manière paranoïaque l'université dans les écoles d'art et ce qu'on fait ici. Au fond, si on s'accorde à penser que tout ça, c'est de la production de forme et qu'elle est plus ou moins validée par l'histoire, je crois qu'il s'agit en réalité d'un champ unique qui est celui de la fabrication de formes et dans le même temps de fabrication de la critique qui va avec. C'est-à-dire de la réflexion sur la forme depuis la forme. Qu'est-ce qu'on appelle la critique? C'est la mise, en l'occurrence, c'est la mise en crise d'une forme par elle-même d'une certaine façon. Et on n'a rien inventé de mieux que la langue que le langage, que le texte, pour clarifier démocratiquement, socialement, le rapport critique qui s'instaure entre une forme et le rapport qui s'exerce entre une forme et sa propre critique. Une forme engendre la plupart du temps sa critique depuis une textualité. De la même façon que le monde, en général, engendre sa textualité, son sens, sa critique, donc, depuis la langue. Nous sommes des êtres parlants, ça nous qualifie comme disposant de la capacité d'exercer une activité critique à l'endroit du monde, qui que nous soyons, et même quand nous ne sommes pas artistes. Ce qui prouve que d'une certaine façon, le principe même de recherche relève bien davantage de l'éthique que de l'esthétique ou de l'académie. En tout cas, il relève de l'esthétique et de l'académie, c'est indubitable, mais il relève de l'éthique. Un chercheur, c'est avant tout quelqu'un pour qui le monde est un objet voué à produire sa critique depuis quelque chose qui s'appelle la langue. Quel rapport on fait entre le travail écrit-mémoire et le travail plastique? Parce que c'est vrai que fondamentalement, plus on en parle et plus lier les deux comme ça, le faire quasiment en même temps, ça me paraît, moi personnellement, ça me paraît intelligent. Et tu présentes les difficultés d'un exercice, enfin de l'hypothèse d'un exercice, dont je précise qu'il est, alors là parce que c'est important, qu'il est financièrement, économiquement, ergonomiquement injouable malheureusement. Moi je suis favorable à ça. Hein. À l'intégration des deux soutenances. Je vais ensuite dire pourquoi, mais tu as déjà dit pourquoi, donc je vais redire ce que tu as dit. Je vais être redondant, mais donc j'y suis favorable, mais c'est tout simplement pas possible à organiser. Voilà. Mais si, dans le meilleur des mondes, par exemple, si nous étions à l'université et que les masses étaient celles dont nous pourrions disposer si nous étions moins paranoïaques en matière d'intégration possible à ce monstre, et que c'était possible, j'y serais favorable. D'ailleurs, c'est une idée dont je suis à l'origine, cette intégration des deux moments. L'idée que le désastre d'une soutenance de mémoire puisse porter préjudice à la soutenance des travaux plastiques est une idée, me semble-t-il, qui est convertible. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer que la soutenance plastique est un effet palliatif par rapport à une catastrophe mémoire. Il se trouve que comme nous ne sommes pas à l'université, ce Moloch, nous bénéficions la plupart du temps de la clémence de jurys qui ont vécu l'histoire des beaux-arts comme une histoire de la complaisance, d'une certaine façon, ou de la sympathie pour la souffrance des producteurs de formes. Donc on peut imaginer en termes pratiques qu'une catastrophe mémoire serait la plupart du temps jugée comme possiblement palliée par le jury au moment de la soutenance plastique. Bon, on n'est pas, si vous passez pas l'agrégation, les catastrophes n'engendrent pas des catastrophes. C'est vrai, quand on passe l'agrégation, je suis payé pour le savoir, quand on se plante quelque part, le jury a tendance à vous enfoncer en se disant, bon,
chez nous, j'allais dire, enfin voilà, chez ce que nous appelons chez nous, c'est plutôt l'effet inverse qui opère. Mais ça, évidemment, c'est un postulat empirique. Pourquoi je suis favorable à ça? Parce que je pense que si notre idée est que la production de forme soit éclairée par un texte qui, d'une certaine façon, je la fais très brève, met cette pratique en perspective depuis un certain nombre de manipulations de concepts et d'éléments culturels inclus dans le mémoire. Je pense que cette clarification du produit a vocation à être plus efficace si elle est immédiate. Voilà. Et qu'en dissociant ces deux moments, en réalité, on est en contravention avec ce qui justifie au sein de notre école l'existence du mémoire, c'est-à-dire l'angulation critique de la production formelle. Pourquoi le commentaire, en quelque sorte, le commentaire éclairé de ce qu'on fait par quelque chose de plus large, devrait-il être placé à distance de ce qu'on fait? Je trouve ça un peu absurde. Au fond, prenons l'exemple d'un événement historique ou d'un événement quotidien, enfin une crise quelconque à la télévision. La plupart du temps, le commentaire de ce quelque chose ou son angulation par un commentateur ne prend pas 3 semaines. On ne dit pas « il y a ça ». Et puis, dans 3 semaines, ceci sera éclairé par tel spécialiste de l'économie, par tel spécialiste de la politique, de la géostratégie, etc. On commente à chaud. Bien entendu, les commentaires à froid sont pas mauvais non plus, mais à ce moment-là, inversons la donne et on sera plus raisonnable. Production plastique et puis éclairage par le mémoire ensuite. Mais cette logique, d'abord le mémoire, ensuite le truc, me semble en tout état de cause parfaitement absurde. Et je ne vois pas très bien en quoi elle peut être rassurante au fond. Voilà. Mais c'est un débat. Et il y a débat au sein de l'équipe pédagogique, avec les étudiants, etc. Là, je ne fais que donner mon point de vue. Je dis que si l'occasion, la chance, je dirais, vous est donnée de défendre votre beefsteak, il vaut mieux que le beefsteak et sa défense et son illustration soient plus ou moins concomitantes. Il nous a été demandé à nous, donc étudiants de 5e année, d'être par rapport à ce moment, d'être dans un travail dissocié justement de notre pratique plastique. C'est-à-dire qu'on nous a demandé justement de ne pas en parler, de ne pas l'évoquer dans le mémoire, d'être dans un ailleurs. Bon, la réponse, c'est vraiment, alors là pour le coup, une question de respect des textes. Et lorsque tu me présentes l'exigence formulée, je ne sais pas par qui, mais peu importe, d'une distance radicale, de l'absence de votre travail dans le mémoire, on n'est pas dans les textes, là. Les textes, ils sont très clairs. Le mémoire n'est pas une relation d'expérience plastique. Il n'est pas dans le percept. Il ne s'agit pas de donner à voir ce que vous faites. Le mémoire, c'est un produit conceptuel fondé sur votre pratique et qui l'éclaire depuis l'analyse d'un champ au plan conceptuel, au plan pratique, au plan culturel, au plan historique, etc., qui aide à la compréhension de votre travail. C'est-à-dire que ce n'est évidemment pas un mémoire sur votre travail qu'on vous demande, mais on vous demande d'inclure votre travail dans une perspective de l'histoire de l'art ou de l'esthétique qui est supposée l'éclairer. Il s'agit de produire quelque chose qui éclaire votre travail depuis la connaissance ou l'examen d'un champ plus large. C'est ça les textes. C'est-à-dire, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est ça les textes. Donc, il est évident qu'on est... ça n'est ni le mémoire, ça n'est ni une relation d'expérience plastique, ni un travail parfaitement déconnecté de votre travail plastique. C'est quelque chose entre les deux. C'est pas du percept, c'est pas de l'objet, c'est de l'angulation critique, c'est du passage au laminoir ou à la tubulure critique de votre travail. C'est ça le truc.